C'est une histoire qui n'a jamais été racontée auparavant. C'est une histoire qui nous renvoie au début de l'humanité, qui nous unit et nous divise à la fois. C'est l'histoire de la perception que nous avons les uns des autres. C'est une histoire qui s'écrit avec les couleurs de notre peau. La couleur de la peau humaine est un magnifique arc-en-ciel sépia. La peau est le plus grand organe du corps humain et sa couleur a une signification majeure. Le concept de race est initialement né du postulat qu'un groupe de personnes est meilleur qu'un autre, et les scientifiques ont alimenté cette conception erronée en classifiant les gens par leur couleur. Aujourd'hui, la science a fait de surprenantes découvertes sur l'évolution de la couleur de notre peau. Les personnes à peau claire, qu'elles soient européennes ou asiatiques, sont en fait les mutants de personnes à peau foncée. Une mutation qui n'a jamais été aussi importante qu'aujourd'hui. L'évolution de la pigmentation de la peau concerne chacun d'entre nous. Il y a un décalage entre notre pigmentation et l'environnement dans lequel nous vivons. Depuis 20 ans, une scientifique fait le tour du monde pour découvrir les secrets de la couleur de notre peau. En corrélant les découvertes biologiques et les avancées de la génétique, elle veut prouver une bonne fois pour toutes que nos différences ne sont que superficielles. Le professeur Nina Jablonski est à la tête du département d'anthropologie de l'Université de Pennsylvanie. Elle est l'une des principaux experts mondiaux de la couleur de la peau humaine. La peau humaine est composée d'une grande variété de couleurs. Mais il n'existe pas de noir pur ou de vrai blanc, ou de rouge vif ou de jaune. Il s'agit plutôt d'un dégradé qui va du marron foncé à l'ivoire presque blanc. Aucune de ces couleurs n'est vraiment brute. Chacune est très subtile avec un dégradé presque infini d'une nuance à une autre. Notre travail de recherche sur la couleur de la peau consiste à comprendre pourquoi cette variété existe aujourd'hui chez les humains. Le principal pigment de la peau humaine est la mélanine. Chacun en dispose d'une quantité qui varie d'un individu à l'autre. La mélanine est une biomolécule extraordinaire. La mélanine est produite dans l'épiderme par des cellules appelées mélanocytes. Il y a deux types de mélanine. L'eumélanine, qui est marron ou noir, et la phéomélanine, qui est rouge ou jaune. La proportion de ces deux types de mélanine détermine les nuances de couleur de peau que l'on observe aujourd'hui. Mais la mélanine n'apporte pas que la couleur. Elle assure également une protection. La mélanine est une protection naturelle contre le soleil très performante, car elle n'absorbe pas uniquement les rayonnements ultraviolets, mais elle neutralise les effets chimiques résultant de ces rayonnements ultraviolets. C'est un remarquable produit de l'évolution. Les scientifiques pensent que tous les hommes modernes descendent d'un groupe à la peau foncée qui a migré d'Afrique il y a environ 120 000 ans et s'est dispersé notamment en Europe et en passant par l'Asie, jusqu'en Australie. À travers le monde,
les hommes se sont progressivement adaptés à leur nouvel environnement et au cours de dizaines de milliers d'années, l'arc-en-ciel sépia des couleurs de peau a lentement évolué. Mais avec le XVIe siècle, les premières explorations lointaines ont débuté. Les Européens à peau claire ont alors rencontré des peuples indigènes à la peau plus mate. En Afrique, en Asie, aux Amériques, dans le Pacifique et en Australie. Ces rencontres furent souvent violentes car les Européens arrivaient avec l'idée que la peau foncée était signe d'infériorité. On percevait les gens à peau foncée comme des gens sans vertu. La noirceur de la peau était associée aux ténèbres, aux forces du mal et à une absence de sens moral. Partout, les communautés indigènes furent déchirées. Dans certains pays comme l'Australie, le gouvernement avait pris la décision d'élever systématiquement les enfants à peau noire hors de leur population indigène. La peau claire correspondait à un idéal de vertu. La gradation qui allait de l'ombre à la lumière, renvoyant clairement à des valeurs morales. Le commerce des esclaves, pour se justifier, ne fera qu'attiser cette vision. Et, au XVIIIe siècle, ces préjugés étaient si profondément ancrés dans les mentalités qu'ils ont influencé les travaux des premiers scientifiques, dont ceux de Carl Linné. Ce naturaliste suédois est considéré comme le père de la taxonomie, la science qui classe les êtres vivants, les plantes et les minéraux. Il fut le premier à définir les peuples selon leur couleur. Cette discrimination durera jusqu'au XXe siècle et perdure même parfois encore aujourd'hui. Le milieu scientifique a toujours été réticent à voir des chercheurs s'engager dans l'étude de l'évolution de la couleur de la peau. C'était mal vu. Nous avons accumulé un retard considérable. Mais j'ai estimé, pour ma part, que notre société était assez mûre pour aborder cette question, pour l'aborder de manière scientifique. Et je me suis lancée. Au cours de ses recherches, Jablonski découvre le travail du géographe italien Renato Biasutti, auteur d'un traité intitulé « Races et peuples de la Terre ». Publié en 1954, cet ouvrage représente la première tentative d'étude scientifique sérieuse sur la répartition mondiale de la couleur de peau humaine. Biasutti a voyagé dans le monde entier pour collecter des données. Il avait mis au point une sorte de nuancier qui lui permettait de caractériser précisément la couleur de chaque peau, à laquelle il associait un numéro, 19 ou 34 par exemple. Il examinait une personne, répertoriait sa couleur grâce à son nuancier, passait au suivant et ainsi de suite. Une personne après l'autre, une population après l'autre. Cela a pris des années. En utilisant les informations rassemblées par lui-même et d'autres scientifiques, Biasutti a créé une carte du monde des couleurs de peau indigènes. Ce qui saute aux yeux sur sa carte, c'est la géographie des pigmentations, du foncé au clair. Les changements dans l'espace se font de manière progressive, graduée. C'est le premier atlas des couleurs de la peau, une étude pionnière qui a servi de base à toutes les recherches ultérieures. Biasutti avait observé, mais il n'avait pas expliqué cette répartition. Je suis certaine que Biasutti avait commencé à comprendre que la lumière du soleil était fortement liée à l'évolution de la couleur de la peau, parce qu'il était tout à fait évident que les gens à peau mate se trouvaient dans des secteurs où il y a beaucoup de soleil.
Jablonski a voulu valider cette corrélation entre la lumière du soleil et la répartition des couleurs dans le monde. Elle a fait appel à l'un de ses collaborateurs les plus proches, le géographe George Chaplin, par ailleurs son mari. Chaplin avait accès à l'immense base de données des satellites de la NASA montrant les niveaux d'ultraviolet à travers la planète. Le problème des données collectées par satellite, c'est qu'il y en a trop. 30 000 rapports par jour, tous les jours, pendant 14 ans. C'est 191 millions de données à analyser. À partir de ces données, Chaplin a réalisé l'atlas le plus complet sur les rayonnements ultraviolets à travers le monde. L'Antarctique sur cette carte apparaît avec un niveau faible en ultraviolet, ce qui est logique dans une région polaire. Nous avons constaté que le rayonnement ultraviolet était lié à la latitude, mais qu'il était également lié au taux d'humidité présent dans l'air, dans les montagnes, et ainsi de suite. Donc il n'est pas simplement dû à la latitude, c'est beaucoup plus complexe. Chaplin et Jablonski ont comparé les variations de niveau des rayonnements ultraviolets avec la répartition de la couleur de peau des peuples indigènes. On voit bien le fort gradient de pigmentation en Afrique. On trouve les peaux les plus sombres dans les zones les plus sèches de l'Est africain, juste au sud du Sahara. Et les populations les plus claires en Afrique du Nord, en Afrique du Sud et en Afrique de l'Ouest, où il y a un taux d'humidité plus élevé. Cette concordance que Chaplin et Jablonski ont mise en évidence se vérifie dans 90% des cas. Un pourcentage aussi élevé ne peut être le fruit du hasard. Cette très forte corrélation appelle clairement une explication évolutionniste. À partir de ce constat, on peut imaginer les étapes de notre histoire ancienne. Même très ancienne. Celle de nos ancêtres en Afrique, là où l'aventure de l'homme a commencé. Nous sommes sur la route de l'Orges Haile, un site préhistorique très important dans la vallée du Rift. Dans la vallée du Rift, il est relativement fréquent de trouver des fossiles humains, notamment des dents. Ces dents peuvent nous dire de quels hominidés il s'agissait, et aussi, en étudiant l'usure et d'autres indicateurs, ce qu'ils mangeaient à l'époque. En connaissant le type d'alimentation, on peut définir la faune et la flore et en déduire les conditions environnementales et le climat. À Paris, la paléo-artiste de renommée mondiale, Elizabeth Daines, a passé des années à redonner vie à nos ancêtres. Au commencement, il y a le crâne, des discussions en amont avec un groupe de scientifiques. C'est vraiment un échange constant entre l'artiste et les scientifiques. Des éléments qui me permettent de déterminer une couleur de peau ou un système pileux, ce sont toujours des éléments découverts dans la fouille. C'est essentiellement la faune associée qui va déterminer les climats. Donc à partir du moment où on connaît le climat, on va en déduire une couleur de peau. Il y a des millions d'années, lorsque nos ancêtres australopithèques vivaient dans l'Est africain, le climat était plus humide et l'environnement plus vert. Les scientifiques en déduisent qu'ils étaient comme le chimpanzé moderne qui vit dans un environnement comparable, couvert de poils et avec probablement une peau claire. Avec l'apparition des premiers représentants de la lignée humaine, il y a 1,5 million d'années, les choses vont changer.
Leur squelette nous montre qu'ils possédaient une bipédie parfaite. Les humains, il y a 1,5 million d'années, étaient assez modernes pour ce qui est de leur apparence et des proportions de leur corps, mais aussi apparemment dans leurs activités. C'étaient de grands marcheurs, de grands coureurs. Ils devaient donc produire beaucoup de chaleur corporelle. Cet excès de chaleur corporelle devait ensuite être éliminé soit par ce qu'on appelle le rayonnement thermique, soit par la transpiration. Et par déduction, on sait que cela a conduit à la perte de nos poils et laissé notre peau vulnérable au rayonnement ultraviolet. C'est à ce moment-là que nous avons développé une pigmentation sombre permanente pour nous protéger des rayons ultraviolets. Mais pourquoi se protéger du rayonnement ultraviolet? En quoi la lumière du soleil a-t-elle un effet néfaste sur notre organisme? Pour les scientifiques, c'est principalement parce que la pigmentation joue un rôle important dans la prévention du cancer de la peau. L'Australie a le taux de cancer de la peau le plus élevé au monde. Plus de 50% de la population développera une forme de ce cancer au cours de sa vie. Et environ 1700 personnes en meurent chaque année. Le professeur Rick Sturm de l'Université de Queensland examine un échantillon de peau humaine normale. Son apparence est très différente de celle affectée par la forme la plus dangereuse du cancer de la peau, le mélanome. Le premier symptôme du cancer de la peau, c'est un changement de la pigmentation. Un grain de beauté se forme, il commence à vous démanger, peut-être même à saigner. Les cellules migrent dans les couches inférieures de l'épiderme et c'est à ce niveau-là que se développe le cancer. Et la cause en est bien souvent une trop forte exposition au soleil. Pour beaucoup de jeunes sur cette plage, les dégâts occasionnés par le soleil cet été pourraient être une bombe à retardement biologique. Cette prédisposition au cancer est liée au fait de vivre dans l'hémisphère sud. Nous avons les taux les plus élevés de rayonnement UV. Les causes sont aussi génétiques, une large proportion de notre population étant originaire d'Europe du Nord, de Grande-Bretagne, d'Irlande et d'Écosse. À la différence de cette population à peau claire, les aborigènes à la peau mate sont parfaitement adaptés à l'environnement. Ils développent 10 fois moins de cancer de la peau que les Australiens d'origine européenne. La théorie selon laquelle la peau mate s'est développée comme une protection contre le cancer de la peau semble crédible. Mais pour Jablonski, elle est un peu trop simpliste. Cette hypothèse n'avait pas de sens, parce que le cancer de la peau affecte les gens âgés après la maturité sexuelle. En effet, dans la nature, l'objectif principal des espèces, quelle qu'elle soit, est de se perpétuer. Et cela est également valable pour l'homme. Aussi, quel serait l'intérêt de développer une peau mate pour se protéger d'un dysfonctionnement qui atteint avant tout les personnes âgées, celles n'ayant plus aucun rôle dans la survie de l'espèce? Pire, aux origines de l'humanité, quand l'espérance de vie était plus courte, ce cancer de la peau n'avait même pas le temps de se développer. Si les lois de l'évolution nous ont appris que toute mutation a sa raison pour la pérennité de l'espèce, la peau mate doit jouer un autre rôle, lié à la reproduction. Nous avons exploré plusieurs types de données susceptibles d'éclairer cette corrélation. Et nous avons découvert que les rayons ultraviolets avaient des effets radicalement différents sur la physiologie humaine selon leur longueur d'onde. L'analyse plus fine de ces rayonnements ultraviolets invisibles émis par le Soleil a permis de les différencier en fonction de leur longueur d'onde. Ainsi, on distingue principalement les rayons ultraviolets A des rayons ultraviolets B, les UVA et les UVB. Les rayons pénètrent sous la peau, les UVB peu profondément et les UVA très profondément.
Ils sont moins bien absorbés, mais 10 à 100 fois plus nombreux que les UVB. Les UVA sont plus nombreux, pénètrent plus en profondeur, leurs effets sont plus importants. Les UVA parviennent même jusqu'au système sanguin. Pour Jablonski, la relation entre rayonnement ultraviolet et reproduction devait être là. La forte corrélation entre les UVA, ceux qui ont la plus grande longueur d'onde, et la pigmentation de la peau, nous indiquait clairement que la mélanine devait avoir pour fonction de protéger l'un des composants du sang. Aussi, nous avons cherché dans le sang ce qui pouvait être essentiel à la bonne reproduction de l'espèce humaine. Cette molécule primordiale à la reproduction et qui circule dans le sang, Jablonski allait la découvrir par hasard lors d'une conférence. En 1991, je travaillais à Perth en Australie et j'étais allée assister à une conférence fascinante sur des carences en folate et les malformations congénitales qui s'ensuivaient. Cette conférence était donnée par le professeur d'épidémiologie australien de renom, Fiona Stanley. C'était extraordinaire de pouvoir conduire des recherches sur les folates et la prévention du spina bifida. Les malformations comme le spina bifida et comme l'anencéphalie, où l'enfant n'a pas de cerveau, sont vraiment très sévères. Une majorité d'enfants, un peu plus de la moitié, meurent à la naissance. Les autres sont très handicapés. Il s'agit d'une lésion de la moelle épinière, donc du système nerveux central. Ils sont paralysés. Spina bifida signifie colonne fendue en deux. Chez le fœtus, le système nerveux se met en place dès les premières semaines de la vie. Si à ce moment-là, certaines molécules sont absentes, en particulier les folates normalement contenus dans le sang, les conséquences peuvent être dramatiques. Nous avons identifié tous les enfants nés avec ces malformations au cours d'une période de 3-4 ans dans la région de Perth. Puis nous les avons comparés à un second groupe d'enfants avec des malformations différentes. Et enfin, nous avons constitué un groupe témoin de bébés absolument normaux. Et ce fut assez extraordinaire, car nous avons pu établir que les mères dont l'alimentation était riche en folates pouvaient en quelque sorte protéger leurs enfants. Les folates sont des vitamines solubles dans l'eau que l'on trouve dans les légumes verts feuillus et les céréales. Les folates sont importants pour le développement des embryons, mais aussi pour toutes sortes d'autres processus cellulaires dans l'organisme. Les hommes ont besoin de folates pour produire du sperme sain, par exemple. Il est donc essentiel de protéger ces folates pour assurer la pérennité de notre espèce en termes d'évolution biologique. Lors de leurs recherches sur les folates, les scientifiques ont apporté à Jablonski une autre information essentielle. Une exposition prolongée à un rayonnement ultraviolet intense peut détruire le folate qui circule dans le sang et ainsi provoquer des malformations chez le fœtus. Aujourd'hui, le rôle du folate est reconnu et il est prescrit systématiquement aux femmes enceintes. Tout à coup, j'avais la réponse à la question évolutionniste que je me posais. C'était vraiment « Eureka, j'ai trouvé ». J'étais assise à la conférence, complètement surexcitée. Je ne tenais littéralement plus sur ma chaise. Dès qu'elle a eu fini de parler, je me suis précipitée vers Fiona Stanley pour lui exposer mon idée. Elle a dû penser que j'étais un peu folle. Je n'étais vraiment pas dans un état normal. L'apparition d'une peau mate chez nos ancêtres fut certainement un des jalons importants dans l'évolution de l'espèce humaine. En limitant la pénétration des UVA et en protégeant ainsi les folates nécessaires au bon développement du fœtus, la peau sombre était un excellent atout dans les zones très ensoleillées de l'Afrique, berceau de l'humanité. Mais ensuite, quels impératifs ont fait que les populations vivant dans des environnements faibles en ultraviolet ont développé une couleur de peau claire?
Nous sommes au Kenya. Le bus scolaire dépose, comme tous les matins, les élèves d'une école primaire. Parmi ceux-ci, les sœurs Grace et Martha Nzomo. Good morning, class. Good morning, Mr. Marigi. How are you? Fine, thank you, Mr. Marigi. Good, fantastic. Here we have a new week with us. Grace et Martha ont hérité d'un patrimoine génétique rare. Toutes deux souffrent d'albinisme, une absence de pigmentation de la peau et de l'iris des yeux. Are you ready for the lesson? Yes. Very good. Now I want you to have your mathematics books. L'albinisme est causé par une mutation majeure de l'ADN, privant presque totalement ceux qui en souffrent de mélanine. Tout bébé dont les deux parents sont porteurs de la mutation a une probabilité de 25% d'être albinos. J'ai aimé qu'elles soient nées albinos toutes les deux, parce que je me souviens du jour où je suis rentrée à la maison avec Martha qui venait de naître. Quand Grace l'a regardée, la première chose qu'elle a dite, c'était « Elle me ressemble ». Si elle avait été différente, je ne sais pas comment elle aurait réagi. Mais le fait est que les Africains porteurs d'albinisme font souvent face à une forte discrimination. En Afrique, tout le monde a la peau foncée. Donc on va vraiment vous remarquer si vous êtes différent. Je ne me suis jamais sentie aussi bien dans ma peau que quand je faisais mes études en Angleterre. À quelques exceptions près, les gens ne pouvaient pas déterminer si j'étais kenyane ou scandinave. Donc c'était bien. Cela ne me dérange pas qu'elle soit albinos. Oui, c'est compliqué, mais nous avons appris à gérer, en les protégeant du soleil en particulier, en leur mettant de la crème et en les couvrant de la tête aux pieds. Elles n'ont pas été très affectées, pas trop. Les scientifiques montrent qu'une simple mutation génétique permet de perdre la pigmentation foncée. Mais ce n'est certainement pas ce phénomène qui a prévalu à l'apparition des peaux claires dans les zones éloignées de l'équateur. Une peau claire n'est pas une peau dépourvue de pigments, comme les peaux d'albinos. C'est une peau à prédominance de phéomélanine. Les peaux claires laissent passer plus de rayons ultraviolets sous la peau. Mais cela n'a pas été nuisible. Bien au contraire, cela a été très bénéfique. Alors comment expliquer ce paradoxe apparent? Sous des latitudes peu ensoleillées, le soleil serait cette fois bénéfique à la pérennité de notre espèce pour les personnes à peau claire? Cette fois, c'est l'histoire qui va apporter la réponse que cherche Jablonski. Elle va venir avec l'épopée de la révolution industrielle à la fin du XVIIIe siècle. Dans les grandes villes industrielles comme New York, Londres et Paris, des enfants y avaient développé des difformités osseuses épouvantables. La cause, c'est le rachitisme. On estimait au début du 19e siècle que 80 à 90% des enfants vivant à Londres étaient rachitiques. À Glasgow aussi. Aux Pays-Bas également, les enfants étaient rachitiques. Le rachitisme était un problème de santé publique majeur. Les scientifiques ont rapidement compris que c'était l'absence de soleil qui entraînait une carence néfaste au développement des enfants. Quand ils migraient des campagnes vers les villes, les gens avaient tendance à s'installer dans des quartiers où les habitations étaient relativement serrées les unes aux autres. Les enfants qui vivaient dans ces ruelles n'étaient pas exposés à la lumière du soleil. En plus, ces gens se chauffaient au charbon, ce qui produisait une fumée considérable, et cette pollution empêchait la lumière du soleil de passer. Nous nous sommes rendus compte que les UV, aussi nocifs soient-ils, avaient aussi un aspect très bénéfique. Les ultraviolets sont nécessaires à la production de vitamine D.
Or, la vitamine D aide l'organisme à absorber le calcium, un élément indispensable à l'homme pour les os et le système immunitaire. La vitamine D est produite au niveau de la peau, lors de l'exposition directe au soleil. Une forme de cholestérol présente dans la peau absorbe les UVB et les convertit en vitamine D. Les enfants de moins de 2 ans avec une carence sévère en vitamine D présentent un risque élevé d'avoir un retard de croissance ou d'autres maladies comme le rachitisme. Au début du XXe siècle, des scientifiques de tous horizons se sont mobilisés pour tenter de comprendre la cause et trouver un remède au rachitisme. Et ils ont fini par comprendre que l'huile de foie de morue était un remède efficace. Les enfants du monde entier ont alors été nourris de force à cette huile de poisson riche en vitamine D. Et au début des années 1920, le rachitisme avait pratiquement disparu. Aujourd'hui, le manque de vitamine D est un problème pour les personnes à peau mate vivant loin de l'équateur. Le manque de soleil pour ces peaux sombres qui bloquaient une grande partie des UV provoque une carence en vitamine D. Nous avons conduit une étude à Boston qui a montré que près de 84% des adultes afro-américains étaient déficients en vitamine D, même à la fin de l'été. Des centaines de milliers d'Américains doivent suivre un régime spécial ou absorber des compléments vitaminiques. Nos ancêtres à peau foncée n'auraient pas pu survivre en Europe du Nord ou en Amérique du Nord à cause du manque de soleil. La peau noire est aussi efficace qu'un écran total et ils n'auraient pas pu naturellement produire assez de vitamine D. Cette carence aurait entraîné retard de croissance, complications à l'accouchement, atrophie musculaire, prédisposition à certaines maladies infectieuses. En un mot, les Noirs auraient été décimés s'ils avaient migré vers des latitudes très éloignées de l'équateur. La corrélation entre ensoleillement et pigmentation a d'ailleurs été montrée. Alors, comment s'est faite l'adaptation dans ces milieux hostiles à des peaux mates? Pour mieux comprendre, choisissons une région particulièrement concernée, l'Écosse. En Écosse, 15% de la population a les cheveux roux. Les roux, comme on le sait, ont la peau très blanche et ont tendance à avoir des taches de rousseur qui apparaissent quand ils s'exposent au soleil, auquel ils sont extrêmement sensibles. Les roux ne bronzent pas bien. La dépigmentation de cette population semble être la réponse de leur adaptation à un environnement faible en ultraviolet. Les roux n'ont pas d'écran naturel contre les UV. Et comme nous avons tous besoin d'UV pour synthétiser notre vitamine D, dans ce cas précis, une peau pâle est un avantage par rapport à une peau sombre. Si nous suivons la progression des hommes toujours plus vers le nord, nous observons un autre cas d'adaptation exceptionnelle de l'homme à son milieu. Autour du cercle polaire arctique, au Canada, les autochtones de cette région, les Inuits, n'ont pas la peau claire que l'on pourrait supposer. Ils sont exposés à un rayonnement ultraviolet direct, venu du soleil, très faible. En revanche, leur peau est mate parce qu'elle est également soumise à une forte réflexion de ces rayonnements sur la neige et la glace. De plus, la protection contre le froid implique que la surface de peau exposée à l'air libre soit limitée. L'apport en vitamine D de ces populations devrait donc être dramatiquement faible. Les Esquimaux et les Inuits, quand ils tuaient un phoque ou un ours blanc, mangeaient toujours un peu de sa graisse ou une tranche de foie. Et il s'avère que ce sont d'excellentes sources de vitamine D. Donc ils avaient appris très tôt qu'ils avaient besoin d'intégrer de la vitamine D dans leur régime alimentaire. Ce régime traditionnel leur a permis de survivre au-delà du cercle polaire.
Mais aujourd'hui, leur style de vie a changé et les Inuits s'approvisionnent dans des supermarchés. Maintenant que les Inuits ont adopté un mode de vie occidental, ils ont un très haut risque de carence en vitamine D. La prédisposition au rachitisme chez les enfants ou aux douleurs osseuses chez les adultes est avérée. Une alimentation occidentalisée ne peut en aucun cas subvenir à leurs besoins en vitamine D. Même si les modes de vie modernes faussent quelque peu les règles du jeu, nous pouvons affirmer que les couleurs de peau se sont développées au cours de l'évolution, de façon à empêcher les effets destructeurs des rayons ultraviolets, mais aussi afin de permettre à la lumière du soleil de pénétrer suffisamment pour produire de la vitamine D. Mais plus important encore, la couleur de la peau change également chez les individus au cours de la vie. Dans ce village Maasai, comme dans n'importe quelle autre population humaine, on peut observer une variation de couleur naturelle entre les uns et les autres. Les femmes sont ici, comme c'est généralement le cas, légèrement plus claires que les hommes. Et les bébés, beaucoup plus clairs que leur mère. La pigmentation des nourrissons est toujours moins développée que celle des enfants. Et ce n'est qu'à l'adolescence et avec la maturité sexuelle que la pigmentation définitive se met en place. L'enfant a la peau plus claire que ses parents car il a besoin de plus de rayons ultraviolets pour stimuler la production de vitamine D, vitale pour son jeune organisme en pleine croissance. Alors que sa mère et son père, eux, ont besoin d'une peau plus foncée pour protéger le folate nécessaire à la production de sperme sain et au développement embryonnaire. Le parcours de Jablonski touche à sa fin. Elle a montré qu'avec une précision remarquable, la couleur se nuance suivant les besoins et en fonction de l'environnement. Mais comprendre le pourquoi ne répond pas à la question du comment la peau a-t-elle évolué du mat au plus clair. La réponse, une fois encore, viendra par une voie inattendue, par les raies noires et blanches du poisson zèbre. En 2005, le chercheur Kes Cheng expérimentait sur ces animaux. J'ai beaucoup de poissons zèbres dans mon laboratoire, car je suis généticien et j'étudie comment les mutations cancéreuses se produisent. Et j'utilise la pigmentation pour détecter ces mutations. Il se trouve que la peau claire de ces poissons nous apprend également beaucoup sur la manière dont les Européens et les humains en général sont devenus plus clairs de peau. Un jour, une des mutations réalisées par le professeur Cheng dans l'ADN d'un poisson zèbre a fait quasiment disparaître le pigment noir de ses rayures. Il y a eu un moment magique pour moi dans cette recherche, quand j'ai reçu les résultats qui montraient que le nombre, la taille et la quantité de pigments dans le poisson zèbre à peau claire avaient tous diminué. C'est exactement la même chose qui est arrivée chez les humains. Non seulement les peuples à peau claire, qu'ils soient européens ou asiatiques comme moi, descendent de peuples à peau noire, mais en plus, une mutation est à l'origine de cette évolution de la couleur de la peau. Ce que cette découverte a de remarquable, c'est que jusque-là, nous avions seulement des indices qui nous avaient fait penser à une éventuelle mutation. Mais nous n'avions aucune preuve concrète. Maintenant, nous l'avons. Les hommes à peau claire qui vivent loin de l'équateur sont bien des mutants, leurs ancêtres ayant eu la peau sombre. Plus intéressant encore, ce n'était pas la première fois que cette mutation apparaissait dans l'histoire de l'humanité. Après plus de 10 années de travail, la génétique a apporté une nouvelle pièce au puzzle de l'épopée de la couleur de peau humaine. En 1994, un groupe de scientifiques a mis au jour dans une grotte à El Cidrón au nord-ouest de l'Espagne des squelettes de néandertaliens, une espèce d'hominidés aujourd'hui éteinte. Les néandertaliens avaient les mêmes ancêtres que l'homme moderne,
mais ils ont migré de l'Afrique vers l'Europe beaucoup plus tôt et se sont développés indépendamment. Le site d'El Cidrón nous donne une image de Néandertalais. Nous y avons trouvé une famille complète avec des adultes, des adolescents, un enfant et un enfant en bas âge. Le docteur Carles Lalueza Fox, de l'Institut de biologie de l'évolution à Barcelone, a tenté d'extraire l'ADN de ces anciens ossements. C'était une entreprise quasi impossible. Quand j'ai reçu les ossements d'El Cidrón, je n'avais pas beaucoup d'espoir de trouver de l'ADN, parce que trouver de l'ADN dans des os de 50 000 ans, c'est inespéré. Cet échantillon, nous le melons et extrayons le matériel génétique. À la fin d'un long processus de laboratoire, nous avons ce que nous pouvons appeler un précipité contenant de minuscules échantillons où, si tout s'est bien passé, se retrouvent des millions de fragments de l'ADN original. Après 10 années de travail minutieux, Lalueza Fox et son équipe ont isolé dans l'ADN un gène qui porte une mutation réduisant fortement la production de mélanine. Cela signifie que, comme les Européens modernes, les Néandertaliens d'El Cidrón avaient la peau claire. Nous pouvons dire qu'il y a eu une évolution convergente entre la lignée humaine venant d'Afrique et celle de Néandertal, un demi-million d'années avant l'apparition des hommes modernes. Quand la publication est sortie, disant qu'en fait il y avait une probable mutation dans l'ADN fossile de l'homme de Néandertal, j'ai été vraiment émue. C'était totalement inattendu, c'était merveilleux. Et cela validait que la peau légèrement pigmentée, de même que la peau fortement pigmentée, était un produit de l'évolution biologique. La science a mis en évidence le délicat équilibre entre la couleur de notre peau et notre environnement. Mais aujourd'hui, cette relation ancestrale est rompue. Le XXe siècle a vu des migrations de masse sans précédent à travers la planète. L'arc-en-ciel sépia de couleurs de peau humaine s'est mélangé comme jamais auparavant. La population de la plupart des villes du monde est constituée de gens qui sont souvent très éloignés de leur contrée d'origine. Des millions de gens à la peau claire vivent maintenant dans des pays soumis à de forts niveaux de rayonnement ultraviolet. Et des millions de gens à la peau sombre vivent maintenant dans des pays où les niveaux d'ultraviolet sont très bas. Les humains sont aujourd'hui en décalage avec leur environnement naturel, parce qu'il n'y a souvent plus de correspondance entre la couleur de la peau des personnes et le niveau d'ultraviolet là où ils vivent. Si nous ne nous préoccupons pas de ce déséquilibre, les problèmes de santé augmenteront. Nous savons que les gens à peau claire qui s'exposent beaucoup au soleil augmentent le risque de cancer de la peau. À l'inverse, et de manière tout aussi, si ce n'est plus préoccupante, il y a le problème des gens qui travaillent à l'intérieur et ne sont jamais exposés au soleil de l'année. Aujourd'hui, nous avons tous bien intégré le fait qu'il ne faut jamais s'exposer directement à la lumière du soleil et toujours se protéger. Aussi, si vous appliquez une crème solaire avec un facteur de protection de 30, ce qui est généralement recommandé, votre capacité à produire de la vitamine D est réduite de 95%. Les enfants et les adultes passent plus de temps à l'intérieur pour travailler ou jouer sur ordinateur et évitent de s'exposer au soleil. C'est la raison majeure de l'épidémie de carence en vitamine D à laquelle nous assistons à travers le monde.
Serions-nous en train de rompre le fragile équilibre mis en place par des millénaires d'évolution? Les fondements de notre succès en tant qu'espèce et de notre bien-être en tant qu'individu reposent sur l'équilibre avec notre environnement. Nous devons chacun assumer nos responsabilités et évaluer le niveau d'exposition au soleil dont nous avons besoin. Quand il existe un décalage, il s'agit de le combler en changeant pratiques culturelles pour les uns, régime alimentaire pour les autres, tenue vestimentaire pour les troisièmes. Il faut que nous nous adaptions. Aujourd'hui, pouvons-nous véritablement faire abstraction de l'environnement, quel qu'il soit, et quelle que soit la couleur de notre peau? Nous avons maintenant infiniment plus de connaissances sur le sujet que nous n'en avions il y a une décennie, ce qui nous permet de vivre partout et de vivre bien, quelle que soit la couleur de notre peau. Si nous avons pu nous abstraire de l'environnement, avons-nous également réussi à mettre de côté les préjugés liés à la couleur? Au Brésil, il existe une diversité, un mélange de gens qui ont migré à des époques différentes. C'est une situation assez unique, avec une grande variété dans les origines, les héritages culturels. Lors d'un recensement récent, on a demandé aux Brésiliens de décrire leur couleur de peau. Yellow, Caramel, Tanish, Peach White, Coffee with Milk, Pure White, Chocolate Brown, White Mary, Blood Orange, Varnished Rose. Malabar. Ils ont défini 134 nuances différentes. Le Brésil est un beau melting pot de pigmentation humaine. Une couleur de peau juxtaposée à une autre au sein d'une même communauté. C'est ça l'avenir de l'humanité. Mais cette apparente mixité cache encore des situations qui nous rappellent les malentendus du passé. Alex et Alan Teixeira de Cunha sont jumeaux. Leurs origines africaines et portugaises sont fréquentes au Brésil. Mais la couleur de leur peau a créé une controverse quand ils se sont inscrits à une université pratiquant un système de quotas pour les minorités de couleur. Nous sommes allés à l'université pour la photo. Et après que la photo a été prise, ils nous ont donné les résultats. En se basant sur cette photo, ils ont décidé que j'étais noir et qu'Alex était blanc. Toute l'absurdité de la classification des hommes d'après leur couleur est là. La génétique a montré que sur les 25 000 gènes humains, seulement 50 sont impliqués dans la détermination de la couleur. Cela signifie qu'indépendamment de notre couleur de peau, nous sommes tous, génétiquement parlant, identiques. Si notre savoir scientifique nous apprend une chose, c'est bien que toutes les tentatives de classification des individus selon le seul critère de la pigmentation de la peau sont nulles et non avenues. La science a balayé les concepts démodés de race et a montré, une fois pour toutes, que si la couleur de notre peau peut être le marqueur le plus visible de notre identité, nos différences, de fait, ne sont que superficielles. Ce que je souhaite plus que tout, c'est que mes recherches aident à mettre une croix sur le racisme et inaugurent une nouvelle ère où soit vraiment reconnu le fait que nous avons tous des ancêtres communs. J'ai bon espoir que notre nouvelle compréhension de l'évolution et de ses ramifications nous aideront à vivre plus sainement et en harmonie les uns avec les autres.